Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. C'est un grand honneur pour nous ce soir de recevoir Marc Augé dans nos mardis de l'Espace des Sciences. Nous avons eu un petit rendez-vous manqué il y a 1 an ou 2, je crois, je ne sais plus exactement. Donc on est encore doublement heureux que vous soyez avec nous ce soir, d'autant plus que vous n'arrêtez pas. Là, vous revenez d'Allemagne, vous repartez à Douai demain, ensuite vous allez en Suisse. Enfin bon, vous êtes un vrai pigeon voyageur et on a réussi à vous capter comme ça à l'espace d'une soirée à Rennes et nous en sommes très très heureux. Alors juste une petite information que je voulais vous donner avant de commencer. Je voulais vous dire que le nouveau numéro de Science Ouest vient juste de paraître. C'est la revue de l'Espace des Sciences. Je vous en donnerai un exemplaire tout à l'heure. Voilà, avec un dossier ce mois-ci sur la médecine et des avancées spectaculaires. Voilà, c'est le titre de... Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai absolument pas eu le temps de le voir. Je l'ai eu seulement aujourd'hui. On y parle aussi de biologie marine, les forêts marines bretonnes surveillées par les chercheurs. Et comme d'habitude, vous avez plein d'informations sur la recherche dans notre région. Je voulais aussi vous dire que je vais vous abandonner pendant quelques semaines pour m'en aller vers un coin que vous connaissez bien, l'Afrique. Et donc, vous retrouverez dans les semaines qui viennent mon amie Sylvie Denis qui me remplacera. Et nous avons de très beaux rendez-vous sur l'écologie du paysage et la gestion de l'environnement mardi prochain. Et puis ensuite, on parlera du VIH. On partira à la recherche des océans extraterrestres le 30 novembre. Et puis après, je serai de retour pour finir cette saison avant Noël avec vous. Voilà, donc Marc Augé avec nous ce soir. Je n'aurais pas voulu rater ce rendez-vous pour rien au monde. Vous êtes né à Poitiers un peu par hasard, donc on ne va pas s'y attarder. Je crois que vous y êtes resté 1 an. Et puis ensuite, vous êtes parti à Paris. Mais alors, ce que vous m'avez dit, et ce que je ne savais pas trop, c'est que vous avez des attaches bretonnes auxquelles vous êtes bien attaché, du côté de Tréguin. Oui, bien sûr, parce que ma grand-mère était bretonne. Et, parlez bien. Et j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à un âge avancé en Bretagne. Et alors, je n'ai que 25% de sang breton, mais c'est un sang fort. Très fort. Et j'y ai beaucoup de souvenirs. La preuve, c'est que votre grand-père est catalan et que... il avait été colonisé par ma grand-mère. Il a été colonisé par votre grand-mère voilà. bretonne. On est les plus forts. Alors, vous avez un itinéraire intéressant. Vous me disiez tout à l'heure qu'en fait, vous êtes arrivé à cette spécialité, l'anthropologie, l'ethnologie. On parlera tout à l'heure des différences entre tout ça. Vous reviendrez sur ce sujet. Un petit peu comme ça, presque par hasard, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est sans doute pas tout à fait ça, parce qu'il y a sûrement des raisons profondes que je pourrais essayer d'élucider, mais enfin, un peu quand même. Parce que j'avais fait des études de lettres et je ne me sentais pas tout à fait enthousiaste à l'idée de faire une thèse de littérature sur je ne sais quel auteur du XVIe siècle, et pour lesquels, a priori, j'ai beaucoup de respect, mais c'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Et c'est un ami qui m'a signalé qu'il y avait des cursus d'ethnologie ou de sciences humaines en général, parce que dans les années 60, c'était pas universitairement très installé, et donc c'était un peu une aventure intellectuelle. Et lui connaissait Georges Ballandier, et il m'a présenté à lui, et nous avons fait affaire comme ça. Enfin, l'époque était particulière, il fallait un peu de temps. Et je ne suis pas parti tout de suite en Afrique, et puis j'ai essayé d'apprendre un peu ce que c'était que l'ethnologie. Mais j'ai un peu enseigné dans le secondaire, et quand j'ai eu mon détachement pour un organisme qui travaillait en Afrique, voilà. Alors, vous avez travaillé pour l'Orstom jusqu'aux années 70 ? Jusqu'en 70, oui. Jusqu'en 70. Ensuite, vous avez été directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Voilà. Et puis, donc vous avez été aussi le président de cette école en fait, pendant pas mal d'années, oui, 10 ans. Tout ça, ça fait beaucoup de temps. Oui, c'est depuis 70. Ouais. Et je suis toujours resté à l'école des hautes études. Mais
La présider, c'était autre chose, c'était un autre métier que j'ai exercé pendant 10 ans, oui, deux mandats. C'était le quinquennat. Alors, vous avez effectué des missions en Afrique. D'abord, vous êtes resté de 65 à 70 en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, qui était mon premier terrain. Et j'ai travaillé chez les Aladians, qui était une société, un petit groupe, enfin, comme toujours, 8-9 000 personnes, qui habitait pas très loin d'Abidjan, à vrai dire, mais les chemins étaient un peu compliqués, ce qui fait... C'était entre Lagune et la mer. Et ça a été mon premier terrain. C'est le terrain que les ethnologues n'oublient jamais parce qu'on découvre tout là, à ce moment-là. Et on a un regard assez aigu, en tout cas demandeur. Ensuite, je suis allé au Togo, tout en continuant à aller en Côte d'Ivoire, qui restait ma référence principale. Et puis après, ça a été l'Amérique latine. Oui, j'ai rencontré l'Amérique latine un peu tardivement, dans les années 90, enfin au début de 90. Et c'était un grand enthousiasme. Je trouvais ce continent fascinant, beau et très intéressant. Et je suis allé, j'avais des étudiants qui travaillaient là-bas. C'est comme ça que j'ai pris contact de manière un peu approfondie avec certains coins, au Venezuela ou au Brésil. Et donc, j'ai fait là un peu d'ethnologie en amateur, en tout cas de seconde main. Je suivais plutôt les travaux des autres et je me laissais guider par des collègues. Mais c'était passionnant. Et j'y ai noué pas mal d'amitié, ce qui fait que j'y retourne assez souvent. Vous avez beaucoup écrit aussi. Hein. Vous aimez voyager, vous me le disiez tout à l'heure. Les deux choses qui sont importantes pour vous, c'est le voyage et l'écriture. Et je peux satisfaire complètement maintenant les choses depuis que je suis à la retraite. C'est formidable. Vous êtes un homme heureux. Alors, vous avez écrit plusieurs livres, dont certains, vous l'avez vu, sont présentés là-haut grâce à la librairie Forum. Donc, vous irez en signer des exemplaires pour ceux qui le désirent tout à l'heure. Alors, si on parle de votre bibliographie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de titres à citer. Certains livres qui sont réédités. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup de rééditions en ce moment, et c'est vrai. C'est un hasard. Hein, c'est un hasard pour une anthropologie des modes contemporains. Des modes ou des mondes contemporains paru chez Stock il y a déjà quelques années, mais qui ressort en poche en 2010. L'éloge de la bicyclette. C'est chez Flammarion. Ah, moi, je l'ai vu annoncé chez Stock. Vous voyez, hein. Toutes les informations. Mais vous savez sûrement mieux que moi. Hein. L'éloge de la bicyclette. Alors là, on pourrait peut-être en dire un mot parce que juste, ça me faisait penser au petit Marc Augé, parce que vous le dites d'ailleurs au début de ce livre, on ne peut pas parler de la bicyclette sans parler de soi. Et finalement, c'est pas mal sur les routes de Bretagne que vous avez roulé à bicyclette. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je faisais de la bicyclette à 14-15 ans là, sur les routes de Bretagne. Et en plus, je suivais le Tour de France. Ah oui. Il n'y avait pas la télévision, tout ça, mais on voyait le bistrot de Tréguin afficher les 3 premiers de l'étape et les 3 premiers du classement général chaque soir. Et c'est là que j'ai appris aussi à ne pas être trop patriote, parce que moi, j'étais un fanatique de faustocopie. Oui. Alors, voilà. Louison Bobet, vous en parlez un petit peu oui, aussi. Oui, quand même. J'aimais bien Bobet, mais il est venu juste un petit peu après. Alors, c'est bien parce qu'il y a plusieurs chapitres, bien sûr, à ce livre, le mythe vécu. Vous parlez de la crise, vous parlez bien sûr du dopage, etc. Vous parlez de l'utopie. Alors, moi, j'adore ce spationaute ou cet astronaute qui fait du vélo sur Mars, là. Hein, vous avez imaginé ça. Peut-être qu'on verra ça un jour. Hein. Oui. Puis, malheureusement, il faut revenir sur Terre. Mais c'est un petit livre très, très sympathique qui est paru aux éditions Payot. Et puis, alors, Où est passé l'avenir, avec un joli titre aussi, qui est réédité en Point Seuil en début d'année, là, je crois. Et puis, alors, vous aimez bien les moyens de locomotion. Il y a aussi Un ethnologue dans le métro, un livre qui a dû paraître vers 1989. Et puis, 20 ans après, vous avez remis Oui, parce que le métro, ça exerce un effet grossissant. On voit dans le métro ce qui est à la surface, mais on le voit plus condensé dans le métro, dans les changements de population, dans l'évolution des comportements, des habitudes, etc.
Alors, c'était intéressant de faire un 20 ans après. Ah oui. Même si c'est un peu triste d'être à écrire un 20 ans après, mais enfin bon. Ben non, pourquoi? Oui, non, non. Et puis il y a la communauté illusoire qui est parue, qui va paraître chez Payot Rivage. Je suis un peu perdue là dans les dates. La communauté illusoire, non, c'est un tout petit livre qui était là-haut, on l'a vu. Oui, ah mais oui, je suis idiote, je viens de le... Non, c'est encore un autre. Ben voilà, il y en a tellement que je m'y perds, mais enfin, vous allez aller voir sur la table du libraire. Vous pouvez aussi les emprunter au 3e étage de la bibliothèque des Champs Libres, hein, l'étage consacré aux sciences, aux sciences et aux techniques. Vous pouvez en emprunter là-bas. Donc, moi, j'ai ici Où est passé l'avenir, le métier d'anthropologue, pour une anthropologie de la mobilité, puis bien sûr l'éloge de la bicyclette. Voilà, alors ce soir on va parler de ce métier d'anthropologue, de l'anthropologie aujourd'hui, et puis comme vous le disiez, vous allez peut-être commencer tout de suite par vous expliquer un petit peu ces différences. J'ai l'impression que tout le monde se pose la question et qu'on n'a pas vraiment de réponse satisfaisante entre tous ces spécialités qui se terminent par log. Oui, elles se recouvrent un peu les unes les autres, mais je crois que c'est important quand même d'essayer de définir la spécificité de chacune d'entre elles. Un ethnologue, c'est quelqu'un qui travaille sur un petit groupe, puisqu'il travaille seul. Je crois que ça, c'est l'exercice ethnologique est un exercice solitaire, en tout cas pas solitaire parce qu'on est avec plein de monde, mais qui se fait professionnellement seul. Et au fond, l'idéal de l'ethnologue, c'est de décrire de façon exhaustive un groupe ou une société et de la décrire exhaustivement. L'ethnographe, c'est celui qui en décrit certains aspects. L'ethnologue aspire à plus de totalité. Quant à l'anthropologie, je dirais qu'elle est plus comparative. Elle est comparative en deux sens. On peut faire une anthropologie de la parenté, comparer les systèmes de parenté entre eux, ou une anthropologie du pouvoir, les formes de pouvoir entre elles. Et donc l'anthropologie peut déboucher sur une réflexion plus générale qui repose sur des terrains, tandis que l'ethnologie, c'est le moment qui précède, en quelque sorte, c'est l'étude aussi attentive que possible et aussi exhaustive que possible d'un groupe donné. Vous allez nous expliquer ça dans le détail. Alors, juste avant que vous rejoigniez votre pupitre, je voudrais préciser que cette conférence est enregistrée par le CREA de l'Université Rennes 2. Merci à eux, ils sont là, derrière les caméras et en régie. Donc, dans quelques semaines, nous pourrons réécouter cette conférence sur le site de l'Espace des Sciences. Merci aussi à tous ceux qui se trouvent en régie. Et puis pour terminer, je voudrais juste citer une petite phrase de vous. J'espère qu'elle est vraiment de vous, parce que quelquefois on nous trompe, que je trouve assez jolie à propos justement des différences comme ça, les spécialités. Entre l'historien et l'ethnologue, la différence c'est que l'historien connaît la suite. Oui, c'est vrai. Voilà, je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure pour vos questions. Très bonne soirée à tous. Oui. Bien, je vais commencer en effet par rappeler ce que c'est qu'un ethnologue, parce que c'est une question difficile qu'on m'a posée l'anthropologie aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être relativement bref en essayant d'être relativement clair. L'ethnologue, traditionnellement, c'est vrai que c'est une fonction qu'on associe au voyage, parce que l'ethnologue est celui qui part dans un continent plus ou moins lointain et qui va s'exercer à regarder les autres. On pensait même que cette vertu du regard éloigné peut s'exercer ensuite sur sa propre société à la faveur de cette expérience. Je crois que les choses ont un peu changé aujourd'hui. L'ethnologie ne s'exerce pas nécessairement dans des territoires lointains. Ce qui compte, c'est le type de regard que l'on porte sur les choses. Je crois que toute anthropologie a une vertu critique, en ce sens que
elle essaie d'analyser, de mettre au jour ce qui, dans l'ordinaire des jours, apparaît comme naturel. Et l'ethnologue est celui qui, s'exerçant d'abord sur d'autres sociétés, essaie de montrer que ce naturel est relatif, qu'il est toujours d'ordre culturel, d'une certaine manière. Et de ce point de vue, c'est un exercice qui a toujours un côté un peu subversif, dans la mesure où, précisément, ce qui apparaît évident aux yeux de tout le monde peut l'être moins lorsqu'on regarde d'un peu loin. En fait, l'ethnologue a un objet intellectuel particulier qui est la relation entre l'un et l'autre, ou l'un et les autres, ou les uns et les autres. Et cette relation, il essaie de la saisir sous ses divers aspects. On parle des relations de parenté, on parle des relations de pouvoir, on parle des relations de camaraderie, de génération. Tout ça, c'est ça l'objet de l'ethnologie. Une ethnologie qui peut donner lieu à une anthropologie quand on essaie d'élargir le champ de vision et qu'à partir des expériences singulières, on introduit la comparaison pour faire une anthropologie de la parenté, des systèmes matrimoniaux, des systèmes de filiation, etc. Mais c'est vrai aussi dans le domaine d'autres domaines, dans le domaine de l'économie ou dans le domaine du pouvoir. On parle d'anthropologie économique ou d'anthropologie politique sur la base de comparaisons possibles entre différents exemples. L'ethnologue travaille, c'est la première partie au fond de ce qu'il fait, de ce que fait ou de ce que peut faire l'anthropologue, c'est le travail sur une société donnée, sur un groupe donné pour essayer de l'approfondir. Mais ce qu'il étudie prioritairement dans cet effort-là, au terme de cet effort-là, c'est la relation. D'une certaine manière, c'est ce qui ferait un peu la frontière entre les différentes disciplines. Je ne crois pas qu'il y ait des frontières absolues entre les disciplines de sciences humaines, mais il y a des zones de recouvrement et des zones frontières, en quelque sorte. Et l'ethnologie s'intéresse donc à la relation, je le disais, c'est-à-dire que dans un autre langage, on dira au symbolique, à la manière dont se pense et se crée la relation entre les uns et les autres. Et alors que la psychologie part de l'individu et que la sociologie traite davantage des grands groupes en tant que tels. Alors, encore une fois, avec des nuances, parce qu'il n'y a pas de coupure absolue entre ces différents efforts. Mais l'accent est mis sur la relation pour ce qui concerne l'ethnologie. Mais la relation, elle doit s'observer dans son contexte. Et c'est donc ça le double objet de l'ethnologie, la relation dans son contexte. Dans son contexte, parce que ça n'est pas exactement la même chose d'étudier un village, un petit campement isolé au fond de la forêt amazonienne, ou un village africain qui fait partie d'un ensemble politique, d'un royaume, par exemple, ou qui est sur une grande voie commerciale avec un relais de commerce entre le Sahel et la mer. Autrement dit, il y a des situations spatiales, mais aussi historiques différentes, dont il faut tenir compte pour appréhender l'étude locale elle-même. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des relations, j'y reviendrai, mais que le contexte a changé partout. Aujourd'hui, de fil en aiguille, même si on se trouve au fin fond de l'Amazonie, le contexte, en définitive, est toujours planétaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours, par une série de médiations et de relais, une référence à la situation globale de la planète. Et c'est ce qui donne à la recherche anthropologique un nouvel horizon. Progressivement, nous sommes passés de l'âge de la colonisation à l'âge de la globalisation. Et c'est quelque chose qui se sent de manière très concrète dans l'expérience que l'on peut avoir de tel ou tel endroit. Je partirai, si vous voulez, de la notion de lieu. Lorsque je suis arrivé en Afrique en 1965, j'étais dans un village organisé, en moitié, avec des quartiers bien affirmés, et je me trouvais en somme à l'aise par rapport à ce que j'avais pu lire dans les manuels ou dans les autres ouvrages d'ethnologie.
il y avait un lieu dont je pressentais qu'on pouvait déchiffrer, en le parcourant du regard, les grands traits de l'organisation sociale. C'est ce que j'ai appelé le lieu anthropologique. Le lieu anthropologique, c'est le lieu sur lequel l'anthropologue peut lire quelque chose de la structure sociale. Alors, il peut lire quelque chose de la structure sociale parce que, notamment, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles on ne peut pas vivre n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes prescriptifs qui disent si l'on vit chez son père, ou si l'on vit chez son oncle maternel, si la femme reste chez elle ou si elle vient rejoindre son mari, à quel moment. Alors on a fabriqué des mots savants pour dire ça, patrie locale, matrie locale, luxurie locale, mais ce sont des mots compliqués pour des choses relativement simples. Les règles de résidence sont dans beaucoup de sociétés que l'ethnologie étudiait ou étudie traditionnellement, les règles de résidence sont prescriptives, respectées. Autrement dit, quand on fait l'inventaire, le recensement d'un petit village ou d'un campement, eh bien, comme ces règles sont en général appliquées, on a une idée de la situation sociale. Parce que je prends un bref exemple, si vous voulez, du groupe dans lequel je me trouvais dans les années 60, c'était une société matrilinéaire. Une société matrilinéaire, c'est une société où l'appartenance au groupe passe par les femmes. C'est-à-dire qu'on appartient au lignage de sa mère, pas à celui de son père. Alors, ça n'empêche que c'est des sociétés où les hommes ont le pouvoir, la réalité du pouvoir, mais celle-là, c'est l'oncle maternel qui a l'autorité sur son neveu utérin, plus que sur ses fils à lui, qui, eux, voient l'autorité détenue par leur propre oncle maternel. Société matrilinéaire, mais patrie locale, c'est-à-dire que les enfants vivent chez leur père. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle en ethnologie une société disharmonique, où les règles de la filiation et les règles de la résidence ne coïncident pas. Bon, je ne vais pas me lancer dans tout cela, c'est très complexe, ça peut devenir relativement complexe, mais cela signifie qu'en décrivant l'installation physique, la répartition dans l'espace et les maisons des personnes, on a une idée des liens sociaux qui s'y établissent. Dans la définition du lieu, il y a d'autres choses que les règles de résidence. Il y a évidemment les objets de culte, le culte partagé, les dieux, les génies, de quelques noms qu'on les appelle, qui sont les uns individuels, les autres collectifs, etc. Mais c'est quelque chose que nous connaissons. Dans la recherche du temps perdu, dans le premier volume, la tante du narrateur est à son village et elle regarde par la fenêtre et elle observe tout. Elle explique bien que par la bouche du narrateur, s'il y a un chien qu'on ne connaît pas, on est satisfait que lorsqu'on sait que c'est le chien de telle personne qui est venue rendre visite à telle autre, n'est-ce pas ? Nous avons tous une idée de ce que c'est qu'un lieu où les contraintes spatiales se combinent avec celles de la famille et de la résidence. Il n'y a pas d'étranger dans un lieu comme cela, ou tout au moins il est connoté tout de suite comme étranger. Alors ces sociétés étudiées par la première ethnologie, sont des sociétés où la filiation, la résidence, l'alliance matrimoniale sont cohérentes, jouent ensemble et établissent un système de sens social. Il y a des contraintes, des systèmes d'obligations. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont des interdits matrimoniaux, mais il y en a aussi qui ont des prescriptions matrimoniales. Il y a des sociétés dans lesquelles on est obligé d'épouser la cousine croisée ou quelque chose comme ça, par exemple. Lévi-Strauss a étudié en Amérique latine, au Brésil, les différents groupes, notamment les boreros, où les systèmes à moitié des villages entraînent qu'on est toujours obligé de se marier dans l'autre moitié. Il y a deux moitiés dans chaque village et on est obligé d'interchanger
entre les deux moitiés pour l'alliance matrimoniale, tout ça se combinant avec 3 classes sociales d'une manière assez complexe. Bref, le lieu, en ce sens, c'est un espace sur lequel on peut lire toutes les subtilités et toutes les complexités de l'organisation sociale. C'est associé généralement à une vision un peu immanente des choses, où il n'y a pas une coupure radicale entre les morts et les vivants, entre l'un et l'autre. Il y a des conceptions de la personne qui sont subtiles, et des conceptions de l'hérédité, des conceptions de tout ce qui s'hérite dans la personne. Nous avons aussi quelque chose de cela, je pense à ces villages organisés, enfin ces villages où on trouve la structure ancienne, où notamment le cimetière est autour de l'église, n'est-ce pas? L'église au centre du village, le cimetière autour de l'église, et puis les rues qui convergent vers l'église. C'est bien un système comme cela de lieux qui implique une espèce de communication, de communion entre morts et vivants rassemblés autour de l'église. Il y a des choses comme ça qui ne nous surprennent pas vraiment, même si elles sont organisées d'une manière spécifique dans telle ou telle culture. Alors, le lieu étant défini comme cela, nous pouvons faire une remarque simple qui est que dans le monde actuel, contemporain, se développe un certain nombre d'espaces qui sont des non-lieux. Ils sont des non-lieux, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, par leur simple description, entrer dans une évocation précise de l'organisation sociale. Ce sont tous les espaces de circulation, de consommation et même de communication qui, aujourd'hui, se développent à un rythme accéléré. Circulation, un aéroport, communication, un supermarché. Vous ne pouvez pas décrire immédiatement un aéroport ou un supermarché et donner l'organisation sociale. C'est fréquenté essentiellement par des individus qui se croisent, qui coexistent, mais qui n'ont pas, a priori entre eux, de liens qui soient analysables comme cela. On ne peut pas lire l'organisation du social à travers ces espaces, et c'est pour cela que je les avais appelés d'abord non-lieux. Alors bien entendu, cette notion de non-lieu, elle est relative, parce que ce qui est un lieu pour les uns peut être un non-lieu pour les autres, et vice-versa. J'avais remarqué, notamment en Bretagne, dans certains endroits, il y avait des supermarchés qui se situaient à égale distance de plusieurs villages. Et donc, c'était d'une certaine manière le comble du non-lieu, puisque c'est un espace où on se rend pour faire des courses. Et voilà. Mais c'était devenu un lieu de rendez-vous pour un certain nombre de jeunes gens qui trouvaient d'une part une occasion de se rencontrer, d'autre part des choses qui leur plaisaient, des instruments, des technologies modernes, etc. Donc, voilà, et ils en avaient fait un lieu. De même, ce n'est pas la même chose de passer dans un aéroport pour y prendre un avion ou d'y travailler tous les jours parce qu'on y a des collègues. Donc, l'aéroport peut être parfaitement un lieu pour certains, alors que pour d'autres, ça serait un non-lieu. La difficulté de la notion de non-lieu, c'est qu'il y a sa définition théorique, c'est-à-dire un espace à travers l'analyse duquel on ne peut pas faire sortir la société parce qu'elle est hors dehors ou qu'elle est à côté ou qu'elle est plus complexe que les non-lieux. Et d'un autre côté, il y a une définition empirique, les espaces de communication, de circulation et de consommation qui se développent à vitesse accélérée. Voilà le problème. Les espaces de communication eux-mêmes posent un problème particulier. Les espaces de communication, ils sont de deux sortes. Il y a la télévision et il y a Internet, les ordinateurs, etc. La télévision, elle fait partie du contexte et non pas de la relation, dira-t-on. La télévision, c'est ce qui nous montre le monde tous les jours, le monde dans lequel nous vivons, qui le montre sous un angle particulier, mais qui le montre et qui nous donne donc le sentiment de faire partie du monde. Simplement, ça n'est pas sans ambiguïté,
parce que nous y voyons tous les jours des figures qui nous deviennent familières, que ce soit les figures des présentateurs, des animateurs, etc., qui deviennent des fréquentations parfois quotidiennes, régulières en tout cas, ou bien même les grands de ce monde, qui nous donnent le sentiment aussi d'être des figures familières. Tous les jours, je peux voir Obama, Sarkozy, etc. Donc, il y a cette impression que nous les connaissons, qui est évidemment une illusion, parce que nous croyons les connaître, parce que nous les reconnaissons. Il y a un effet de reconnaissance qui s'attache à l'écran de télévision, qui nous donne un sentiment d'illusoire familiarité. Les producteurs de télévision savent bien qu'on peut reprocher à la télévision d'entretenir des relations passives. Les spectacles nous sont imposés, les chaînes essaient de retenir l'attention, de faire un public captif, et à cette occasion, ils se présentent comme des métaphores de lieux. Chaque chaîne de télévision est une île dans l'océan médiatique et on essaie de nous retenir dans cette île en montrant les programmes, même avec des rendez-vous réguliers qu'on essaie de nous donner, un peu de la même façon que Jacques Le Goff décrivait le rôle des cloches des églises au Moyen-Âge pour ponctuer la journée en fonction de la religion. Eh bien, la télévision a ses rendez-vous réguliers. Le 20h, c'est la grand-messe. D'ailleurs, la métaphore est utilisée parfois. Mais ça l'est presque au sens littéral, en ce sens que ça nous donne un rendez-vous. Il y a donc tout un effort de ces écrans de télévision pour se comporter comme s'ils étaient un véritable lieu de rendez-vous. Tout cela est évidemment assez construit, et pour lutter contre la passivité du téléspectateur, on essaie d'en faire un complice. Dans télévision, en fait, le mot télé, je veux dire au loin, est en fait abusif, parce que nous voyons de très près les choses, au contraire. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être une raison pour laquelle les imitateurs ont tellement de succès aujourd'hui. Parce que qui imite les imitateurs? Les imitateurs imitent les grands de ce monde, les personnalités politiques ou les artistes ou les présentateurs eux-mêmes. C'est une complicité en circuit fermé. Et la tentative d'animation de la télévision et le succès qu'ont les imitateurs me semble faire partie de ce monde de connivence qu'on essaie d'établir avec le spectateur pour lui faire croire qu'il est chez lui. Connaissance, reconnaissance. La reconnaissance se substitue à la connaissance et c'est un aspect important d'une relation qui est une relation passive. Mais on me dira qu'avec Internet, j'en reste toujours à ce troisième volet des non-lieux, circulation, consommation, communication. Le deuxième aspect de la communication, qui est évidemment plus actif, c'est tous les instruments comme Internet qui peuvent donner le sentiment à tout un chacun, pourvu qu'il ait la capacité de le faire, qu'il agit, qu'il est actif. D'ailleurs, maintenant, on assiste à une tentative pour des chaînes de télévision pour permettre de brancher les ordinateurs sur les écrans de télévision de sorte qu'on ait une télévision interactive, donner encore le sentiment de participation. Alors, Internet, bien sûr, c'est un instrument prodigieux, mais ce n'est pas un instrument pédagogique. Je veux dire qu'il y a toute la connaissance du monde, a priori, dans Internet, mais c'est toute la connaissance du monde, mais elle n'apprend quelque chose qu'à ceux qui savent déjà. On ne peut pas apprendre sur Internet, à moins d'être guidé par quelqu'un, etc. Ça supposerait tout un système, toute une organisation. Internet, c'est donc un instrument de renseignement, de connaissance, mais qui a des prétentions plus grandes dans l'usage qu'en font certains. Prétention à créer une société qui double la société réelle, une société virtuelle qui existe comme telle. On sait très bien qu'il y a des tentatives pour créer des relations entre des gens très éloignés les uns des autres, c'est assez fascinant d'ailleurs,
pour faire des communities, comme on dit en anglais, soit sur des grands jeux, soit simplement pour le plaisir de se connaître. Alors ça peut être interprété comme une sorte d'agenda un peu sophistiqué qui permettrait à des gens de faire connaissance et de se retrouver éventuellement, mais il y a certainement chez d'autres un but plus ample, c'est de se dire qu'il y a une véritable société d'échange qui peut exister sur le mode virtuel entre des personnes qui ne se connaissent pas. Autrement dit, une société un peu rêvée. Et de ce point de vue, on ne peut pas s'empêcher de penser à certains textes de Freud qui distinguent l'enfance de l'adolescence, en ce sens que l'enfant qui joue, puis quand il s'arrête de jouer, il est dans le réel, il sait qu'il a joué. Et alors Freud parle de la période adolescente comme celle de la rêverie, de la fantaisie, du fantasme, où l'adolescent risque de se prendre à ses rêves et à mélanger un peu ses propres fantasmes avec la réalité, ce qui comporte, heureusement pas toujours, mais un risque de névrose. Je me demande si, de ce point de vue, d'un point de vue plus collectif, il n'y a pas une dimension névrotique dans le rapport à l'imaginaire d'Internet tel qu'il peut se constituer de façon un peu déviée. On a évoqué d'ailleurs tout cela à propos du Japon notamment, où les adolescents vivaient enfermés dans leur chambre constamment dans des relations virtuelles avec un environnement qui les accaparait entièrement. Bref, lieu, non-lieu, opposition qui doit se comprendre comme relative, mais qui change les conditions de l'observation dans la mesure où, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'abstraire le contexte particulier du contexte général. Le contexte particulier d'un petit village où qu'il se trouve, il est, du fait des relais médiatiques plus ou moins agissants, un contexte plus large que cela. Quant à la relation, eh bien, elle peut être touchée par l'illusion de relation que peut donner l'instrument technologique. Un autre aspect du monde actuel, c'est évidemment l'urbanisation. Urbanisation, c'est un mot qui est à peu près l'équivalent de celui de globalisation aujourd'hui. La globalisation, c'est l'uniformisation de la Terre sous l'aspect technologique et économique. C'est le fait que du marché libéral et des technologies qui nous renvoient à la planète dans son ensemble et non plus à tel espace particulier. Mais l'urbanisation, elle est un peu du même ordre et elle s'appuie évidemment sur ces technologies. L'urbanisation de la planète correspond à un phénomène de croissance qui a lui-même deux aspects. La croissance des mégapoles, on sait que les grandes métropoles ne cessent de s'accroître. On parle du Grand Paris aujourd'hui, mais toutes les grandes métropoles ne cessent de s'accroître, notamment du fait de l'exode rural, etc. Autrement dit, le premier phénomène d'urbanisation, il y a un pourcentage énorme de gens qui vivent en ville sur la Terre, c'est l'extension des mégapoles. Mais il y a un autre aspect des choses que Hervé Lebras, le démographe, avait bien souligné, qui est cette espèce de progression des filaments urbains, comme il les appelle, qui existent entre les villes elles-mêmes. On peut passer d'une ville à l'autre sans avoir le sentiment de passer par la campagne. En quelque sorte, il y a des filaments urbains le long des côtes, le long des voies de communication, le long des fleuves. Donc c'est le double aspect de cette croissance urbaine, croissance des grands centres urbains et urbanisation rampante qui fait que
notamment en Europe, où l'espace est plus réduit qu'ailleurs, les villes se touchent, sont soudées par une sorte d'arthrose progressive. Les géographes ont un terme pour désigner l'arc de lumière qu'on voit sur les photos satellitaires qui va de Manchester à la plaine du Pô. La nuit, ça fait, avec les lumières, ça dessine comme un arc bleu. Ils appellent ça la banane bleue. La banane bleue, c'est cet arc bleu, lumineux, qu'on voit sur les photos de satellites qui prises la nuit sur l'Europe. Alors, à cette croissance urbaine correspond un monde en réseau, les réseaux qui correspondent eux-mêmes aux technologies dont j'ai signalé le développement, et qui se recoupent sur des pôles puissants. Les grandes mégapoles aujourd'hui sont des lieux où se retrouvent toutes les dimensions humanitaires, qu'elles soient dans les pays développés ou dans les pays en développement. Il y a des concentrations considérables où se retrouve un nombre considérable d'hommes, d'individus, mais aussi d'universités, de centres de recherche, de centres économiques et de lieux de décision. Autrement dit, la globalisation, c'est plutôt une série de pôles dont les plus nombreux seront, mais pas exclusivement, en Amérique, et à moindre titre en Europe, ou au Japon, ou en Chine. Donc, ce n'est pas exclusif. Donc, des pôles et des réseaux de toutes sortes, y compris les circulations, qui les unissent, ce qui fait que nous assistons progressivement à une organisation en réseau de type filet, n'est-ce pas, comme un filet qui enserre le monde et qui se retrouve aussi bien dans le dispositif technologique des moyens de communication. Paul Virilio avait employé pour désigner cette urbanisation le terme de métacité virtuelle. La métacité virtuelle, c'est justement l'ensemble de ces réseaux de communication qui se regroupent sur des pôles qui concentrent même les différents réseaux. On peut le dire autrement. Et opposer, par exemple, les réalités du monde ville, c'est-à-dire ce monde qui progressivement devient comme une ville, et celle de la ville-monde, c'est-à-dire la mégapole qui grandit énormément. Quand nous parlons des images du monde-ville, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons tout ce qui nous suggère que le monde s'uniformise et que c'est un ensemble transparent où la mobilité est incessante. Les avions d'école, nous avons toutes sortes d'images de ce genre, où les voiliers font le tour du monde sous l'œil des caméras, où il y a cette image d'un monde translucide, un peu le même toujours, parce que les chaînes de télévision sont les mêmes, etc., mais où tout circule, où tout est transparent et tout est fluide, où il n'y a pas de frontières. C'est un monde sans frontières, nous dit-on. Et puis, à ces réalités-là s'oppose celle de la ville-monde, c'est-à-dire les grandes cités qui sont si grandes qu'on y retrouve toutes les dimensions mondiales. Mais toutes les dimensions mondiales, ça veut dire aussi toutes les différences, toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les situations sociales, toutes les conditions sociales. Et aussi les barrières. C'est à propos des grandes villes, des grandes cités, que nous parlons de ghettos, que nous parlons de quartiers interdits. Aux États-Unis, il y a des villes privées. Il y a des quartiers dans toutes les villes du monde, mais de manière plus ou moins marquée, qui sont interdits à certains. Et les barrières, les quartiers dits difficiles, tout ça, ça apparaît dans la grande cité, qui est le monde-ville, et qui est en contraste avec la définition de la ville-monde, je veux dire, qui est en contraste avec l'apparente fluidité, homogénéité, libre circulation du monde-ville. Donc je crois que cette opposition entre ville-monde et monde-ville est assez opérante. Je voudrais prendre un autre exemple pour préciser un peu ce que je veux dire, celui de l'architecture. Les grands architectes aujourd'hui sont davantage connus
du public que les grands artistes, peut-être même que les grands écrivains. Les noms des grands architectes comme Gehry, Foster, Nouvel sont connus d'un grand public et ils jouent un rôle assez extraordinaire parce que dans toutes les grandes villes, dans toutes ces mégapoles que j'évoquais à l'instant, ces architectes construisent un ou deux bâtiments, etc. Et des villes qui sont d'importance moyenne aspirent à avoir un bâtiment de l'un de ces architectes pour signifier qu'elle appartient au réseau. Il s'agit d'être dans le réseau global pour exister. Et l'architecture peut être un symbole de tout cela. Bilbao, le musée de Bilbao est connu, c'est Gehry, et on trouve Foster aussi bien à Berlin qu'à Paris. Le fait que ces signatures individuelles se retrouvent aux quatre coins du monde, à Shanghai comme à New York ou à Chicago, est intéressant parce qu'il montre qu'il y a une couleur globale qui se substitue à ce qu'on appelait jadis la couleur locale. La couleur locale, bien entendu, les architectes y prétendent parce que dans les projets architecturaux, on évoque le contexte, les nécessités du contexte immédiat. Il n'empêche que ces architectures s'évoquent beaucoup les unes les autres et que tout en respectant peut-être certains critères locaux, leur finalité ultime, c'est de figurer dans le grand réseau global. Et elles figurent dans le grand réseau global et du coup attirent un public de touristes qui est un public planétaire. Bilbao est une ville où l'on vient, non pas pour voir ce qu'il y a dans le musée, mais pour voir le musée lui-même, parce qu'il est l'œuvre que l'on vient voir. C'est donc une espèce de référence imposée. Le grand architecte Rem Koolhaas avait dit à propos du contexte « fuck ce contexte ». C'est une expression un peu vigoureuse, mais qui signifiait bien que le contexte aujourd'hui est planétaire et que ça n'a pas de sens de prétendre autre chose. Ce qui fait que nous sommes ici d'ailleurs dans un immeuble qui a une signature célèbre. Eh bien, ça prouve que Rennes fait partie du réseau. En tout cas, c'est assez significatif. Je crois que l'ensemble de la grande architecture contribue à l'existence de ce monde-ville qui devient le vrai contexte de la ville-monde. Alors, on parle d'un monde sans frontières. Alors, c'est une double erreur, bien sûr, puisqu'il y a des frontières. Et que on voit bien que les réalités de la ville-monde démentent l'idéal de transparence et de fluidité qui s'attache aux images du monde-ville. Mais d'un autre côté, la deuxième erreur, c'est que la frontière n'est pas une barrière. Je crois au contraire qu'il faut revenir sur l'idée de frontière. La frontière n'est pas une barrière, c'est un seuil. Lorsqu'on parle de la frontière des langues, par exemple, eh bien, une langue, ça peut s'apprendre. Et donc, il y a un effort pour aller vers l'autre qui consiste, par exemple, à faire l'apprentissage de sa langue ou de son langage, éventuellement. Autrement dit, ce que nous devons, me semble-t-il, apprendre à reconnaître, c'est les frontières. Il faut les reconnaître, il faut les... jusque dans leur finalité ultime, qui est de protéger l'individu. L'individu souverain, c'est l'individu dont on respecte les frontières, dont on respecte la vie privée, dont on respecte les sentiments. Et c'est quelque chose sans doute de plus important que tout. Je crois donc que cette notion de frontière qui marque un seuil, et les seuils, l'ethnologie l'a assez montré, ça se passe avec des procédures de ritualisation, il faut respecter les choses pour franchir. Les frontières, ça se franchit. Donc, que nous allions vers un monde sans barrières, ça serait formidable, mais ça n'est pas le cas. En revanche, un monde sans frontières, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Je voudrais résumer autrement la situation vers laquelle nous allons aujourd'hui.
je dirais qu'il s'agit, si vous voulez, permettez l'expression, d'un triple décentrement. Alors, un décentrement de la ville, d'abord. Nous parlons d'urbanisation du monde, mais est-ce que la ville n'a pas changé? Est-ce que c'est de la même ville que nous parlons? Évidemment non, nous sommes dans la ville extramuros, n'est-ce pas? La ville aujourd'hui, la grande ville qui veut exister dans le monde, ou la ville moyenne qui veut accéder à cette dignité, elle se décentre parce qu'elle vaut d'abord par ses rapports avec l'extérieur. Elle doit exporter des biens, des produits, des hommes, des images, des messages, et en recevoir. Sa priorité, c'est le contact avec l'extérieur, et ça se traduit dans l'espace par l'importance de l'aéroport, par exemple. Les grands aéroports, aujourd'hui d'ailleurs, quelquefois, on emploie le nom de l'aéroport pour désigner la destination, la ville, pour les grosses concentrations urbaines. Et cette ville qui éclate et dont il faut le concevoir aussi parallèlement à la muséification des centres historiques. Il y a de moins en moins de monde, c'est de moins en moins habité, les centres historiques des villes. Ils sont de moins en moins habités, ils sont très chers à habiter, parce qu'ils sont plutôt mis en scène pour accueillir les touristes, y compris du monde entier, qui vont les visiter comme un décor. Et alors même que les centres économiques, les centres de vie, etc., sont assez largement aux périphéries. Bon, on pourrait faire toute une sociologie du RER à Paris, par exemple, mais ça ne serait qu'un exemple parmi d'autres. Il y a donc dans l'organisation elle-même de la ville, et dans cette hypothèse maintenant que l'on fait du Grand Paris, justement une traduction de cette extension de la capitale, conçue comme en relation avec l'extérieur et modelée pour cela. Alors, on pourrait en faire la démonstration sur Paris avec l'organisation des transports, des voies rapides, etc. Mais c'est plus large que ça. Mais ce n'est pas seulement la ville qui se décentre, c'est la demeure elle-même, la résidence. Jean-Pierre Vernant, à propos de la Grèce ancienne, avait montré que dans la maison grecque classique, il y avait deux divinités principales. Il y avait le centre de la maison qui était ombreux, où il y avait le foyer, et qui était patronné par Héra, la déesse Héra, et qui était un centre féminin, intérieur, ombre, Héra. Et puis il y avait le seuil qui ouvrait sur l'extérieur, le seuil lumineux, masculin, pour aller vers les affaires, les carrefours, les marchés, la guerre, etc., masculin. Et c'est Hermès qui garde le seuil et qui établit la relation avec le monde extérieur. Héra, l'intérieur, le foyer, l'ombre. Hermès, lumineux, l'extérieur, les hommes, l'aventure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans une demeure? Eh bien, au centre du foyer, on trouve la télévision et l'ordinateur, c'est-à-dire la relation avec l'extérieur. Et bien évidemment, c'est Hermès qui est là, car Hermès pourrait passer à juste titre pour le dieu de la télévision, de l'Internet, etc. C'est la relation, c'est la communication. Et d'une certaine façon, Hermès a pris la place d'Héra. Ce que on verra aussi en tendance que souvent la demeure est habitée par des individus qui s'autonomisent les uns par rapport aux autres. Donc les enfants vont avoir leur télévision, leur propre ordinateur. Il y a une individualisation de la vie, une tendance en tout cas à l'individualisation de la vie de certaines familles qui correspond à cela. Chacun est libre de se projeter vers l'extérieur et de rendre son culte à Hermès. Mais l'individu lui-même aussi se décentre. Je suis frappé de plus en plus, quand je monte dans le métro, de voir, c'est une expérience toujours intéressante, on parlait du métro tout à l'heure, mais le métro parisien a ceci d'assez remarquable que les gens évitent de se regarder toujours. C'est toujours subi comme une agression, enfin, ou la possibilité d'une agression que de porter le regard sur quelqu'un. Donc les regards s'évitent plutôt, en règle générale, sauf si on parle et si on se connaît. Et cette expression est accentuée maintenant par le fait que
la moitié du wagon a des oreillettes. Et les gens sont en train d'écouter leur musique ou de suivre leur... on ne sait pas parce qu'on n'entend pas. Avec le développement des téléphones portables qui sont aussi ordinateurs, etc., des tas de choses, cette impression de solitude par rapport aux gens de l'entourage immédiat. Ils ne sont pas forcément seuls puisqu'ils parlent avec d'autres ou qu'ils écoutent une musique, n'est-ce pas ? Mais ailleurs. Situation emblématique aussi, de plus en plus dans les cafés, vous voyez deux personnes qui sont ensemble, qui sont là, assis à la même table, mais qui ne se parlent pas, mais ils sont en revanche en communication avec d'autres. Chacun à sa place, mais avec d'autres. Et c'est aussi assez drôle de marcher dans la rue et de se rendre compte que ce qui peuple le plus la rue, c'est les fantômes, c'est-à-dire les fantômes de ceux avec qui les gens qui passent à côté de vous discutent, mais qu'on ne voit pas, puisque bien sûr ils sont ailleurs. Ce décentrement de l'individu lui-même, qui n'est pas exactement là où on le voit, et qui peut être ailleurs, est intéressant aussi. Évidemment, il est intéressant de le mettre en relation avec les deux autres décentrements dont je parlais. Il y en aurait un quatrième en voie de constitution. Vous savez qu'on a parlé du tourisme planétaire. Il y a déjà eu une expérience, mais ça va se développer. Le tourisme qui consiste de luxe, bien sûr, mais bientôt on pourra le faire pour moins cher, simplement une petite fortune. On se fait mettre sur orbite quelques instants pour voir la Terre comme paysage. C'est-à-dire, c'est une manière touristique de prendre conscience du fait que nous ne sommes qu'une petite planète comme les autres, j'allais dire. Mais c'est un autodécentrement qui est assez spectaculaire, si on y pense. Bien sûr, il y a dans ce musée une présentation extraordinaire de l'univers qui nous montre bien cela. Mais je crois qu'on peut l'envisager aussi sous cet angle-là, le fait nous prenons conscience, j'y reviendrai d'un mot, d'appartenir à une planète comme les autres, petite, dont nous avons fait le tour, et dont nous commençons à nous rendre compte qu'elle est petite, il n'y a plus rien à découvrir, sinon encore quelques fonds marins. Et on gratte pour les trouver, et on achève l'inventaire que l'on voudrait exhaustif des espèces de la Terre. C'est terrifiant si on y pense. On est en train de faire l'inventaire des derniers êtres vivants qu'on peut recenser. Il y a donc là une idée d'achèvement qui est intéressante. Je reviens à l'anthropologie pour élargir mon propos et le conclure. Je pense, comme je l'avais dit au début, que l'anthropologie a une vocation de connaissance. Elle a une vocation de connaissance, mais c'est je fais une parenthèse, les sciences humaines ou sociales ne sont pas des sciences. Ce ne sont pas des sciences au titre des sciences exactes ou les sciences de la nature. Les sciences de la nature ou les sciences physiques sont des sciences qui ont un objet qu'elles définissent et dans la connaissance duquel elles progressent. Les objets des sciences sociales ou sciences humaines sont des objets historiques, c'est-à-dire c'est des objets qui changent avec le temps. L'univers n'était le même il y a un siècle, ou s'il y a des changements, ce n'est pas des changements d'ordre historique. En revanche, étudier les hommes en société aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a un siècle. Donc ce sont des savoirs historiques, d'ordre historique, qui changent, de même que changent les observateurs aussi dans l'histoire, et ça les rend à la fois plus incertaines et en un sens plus complexes, mais que les sciences de la nature, dans ce sens seulement que les objets bougent historiquement. La vocation critique de l'anthropologie, eh bien, c'est de démonter le sentiment de naturel que nous avons toujours. Quand un ethnologue arrive dans le village, même imaginons la situation ethnologique la plus traditionnelle qui n'existe presque plus, un village lointain, avec ses règles qui respectaient, tout ça, puis l'ethnologue arrive. Déjà, le fait que l'ethnologue arrive est un événement qui perturbe les choses. Il faudra qu'il tienne compte de cette perturbation dans son observation. Mais
ce qu'il va faire, il va trouver des informateurs, il va observer les choses, mais il va essayer de se renseigner, il va demander à des gens de faire ce retournement du regard qui les invite à prendre comme un objet ce qu'ils vivent naturellement. Lui-même, l'ethnologue, il s'est arraché à son milieu. Ce n'est pas absolument naturel de quitter son environnement habituel et d'aller ailleurs pour voir comment ça marche. La sortie de chez soi est évidente, elle est ressentie comme telle, et ce n'est pas pour autant qu'on arrive chez les autres, mais on essaie de les regarder. C'est donc, il y a un certain arrachement, et il arrache aussi quelques personnes locales qu'il va prendre comme informateurs pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça? Pourquoi vous mariez ?» etc. Et ces personnes vont être amenées à se considérer comme des objets aussi, c'est-à-dire à considérer que leurs usages sont des choses qui peuvent se décrire et pas seulement se vivre. Autrement dit, ils vont faire l'effort de se produire comme objet culturel, sortir de l'espèce d'évidence naturelle que nous avons tous lorsque nous vivons conformément à nos habitudes. L'anthropologie est un exercice scabreux en ce sens qu'il défait l'évidence du naturel. Mais c'est pour cela que l'anthropologie est importante aujourd'hui, parce que tout ce que nous vivons, y compris les changements technologiques et les changements d'échelle qui sont considérables, parce que tout ce que nous vivons, c'est un changement d'échelle, c'est évident, eh bien, il faut considérer que nous sommes dedans. Et lorsqu'on est à l'intérieur d'une idéologie, eh bien, on ne l'aperçoit pas comme telle. L'anthropologie peut aider à défaire cette évidence du naturel. Ce que nous sentons comme naturel aujourd'hui, c'est cet effacement du temps, qui n'a rien de naturel. Nous avons du mal à penser les deux constituants symboliques de la vie en société, qui sont l'espace et le temps. Le philosophe Lyotard avait parlé de la fin des grands récits. Par la fin des grands récits, il voulait désigner les grands récits utopistes du XIXe siècle qui portaient sur l'humanité dans son ensemble et sur le futur. Bon, le marxisme est l'un d'entre eux, mais il y avait plusieurs utopies à l'époque du XIXe siècle. Et ces récits qui portaient sur l'espèce humaine et sur le futur, il les considérait comme les mythes de la modernité qui s'opposaient aux mythes traditionnels. Les mythes traditionnels étant plutôt des mythes qui portaient sur la naissance du monde, des cosmogonies, comme on en trouve dans toutes les sociétés, mais cosmogonies qui généralement sont à l'échelle d'une société. Chaque petit groupe a sa cosmogonie, raconte l'histoire de la naissance du monde, mais la naissance du monde, c'est l'histoire du petit groupe en question. On peut, au prix d'une métaphore qui pourrait choquer certains, considérer aussi les grandes religions comme relevant de ces cosmogonies-là. En revanche, les utopies du XIXe siècle portent sur l'humanité dans son ensemble et sur le futur, pas sur l'origine. Aujourd'hui, ces récits du futur, à cause des épreuves du XXe siècle, nous ont paru vieillis, avoir eu des conséquences meurtrières, et on passe de l'observation de l'histoire à la condamnation philosophique, un peu rapidement peut-être, en sorte qu'il n'y a rien de plus vieillot aujourd'hui que de tenir un langage progressiste. Ça ne fait pas moderne. Ce qui fait moderne, c'est de considérer que nous sommes au présent. C'est le langage de l'ubiquité et de l'instantanéité. Plus d'histoire et l'espace est accompli. Fukuyama, lorsqu'il parle de la fin de l'histoire, il ne parle pas de la fin de l'histoire au sens des événements, bien sûr, mais il veut dire que tout le monde est d'accord à peu près sur l'état idéal de société, à savoir, d'une part, le marché libéral, d'autre part, la démocratie représentative.
Autrement dit, l'alliance du marché libéral et de la démocratie représentative représente une forme achevée sur laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord et qui marque la fin de l'histoire sous sa forme délibérative, en quelque sorte. Bon, c'est un idéal qui en vaut un autre, sûrement, mais ce n'est pas vrai. Parce que la fin de l'histoire, en ce sens, signifie que cette relation entre démocratie représentative et marché libéral est une relation nécessaire. Or, l'histoire nous montre à l'envi, et notamment dernièrement encore, que les régimes qui ne sont pas du tout des démocraties représentatives peuvent s'accommoder très bien de l'économie libérale. Autrement dit, le marché aujourd'hui n'est pas nécessairement associé à la démocratie représentative. Autrement dit, peut-être que peut-être que Fukuyama a produit le dernier grand récit, non plus un récit de type marxiste, mais un récit de type libéral, et peut-être que c'est un grand récit au même titre que les autres. Alors, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui, beaucoup de nostalgie et des images idéalisées du passé qui s'attachent parfois à des revendications régionales. Mais derrière les revendications régionales, il y a souvent la conscience du fait qu'une région est particulièrement développée et riche et qu'elle n'a pas besoin du relais de l'État pour accéder au marché global. Je pense à ces régions riches comme la Pandanie en Italie ou même la Catalogne. La tentation est de penser que le lien peut s'établir directement avec le marché, qu'on n'a pas besoin du relais politique national. Alors, il y a aujourd'hui des perspectives qui nous a peur. Elle nous a peur pour des raisons légitimes. Les raisons écologiques, d'abord. Je faisais allusion à cet ultime décentrement qui fait que nous savons, que tout le monde sait, qu'on habite une toute petite planète fragile, menacée. Les changements climatiques nous font peur, tout nous fait peur. Et il y a cette inquiétude, cette conscience malheureuse, qui est la conscience écologique. Mais la conscience sociale aussi est malheureuse, tout au moins quand elle est lucide. Parce que nous voyons bien, si nous y prêtons un peu attention, que nous ne marchons pas vers une démocratie généralisée à la planète entière. Nous allons vers une oligarchie. Ce qu'il faut constater, c'est que l'écart entre les... Alors, on nous dit, et on a raison, que l'écart économique s'est relativement réduit entre les pays développés et les pays émergents ou les pays sous-développés. C'est vrai, mais ça n'empêche que dans les trois catégories, l'écart entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres ne cesse de croître. Autrement dit, l'écart entre la partie la plus riche du monde, ou les parties les plus riches du monde, parce qu'il y a des riches aussi dans des pays qui ne le sont pas, et les plus pauvres des pauvres, ne cesse de croître. Deuxième constat, c'est encore pire dans le domaine de la connaissance. Et c'est évidemment impressionnant si l'on pense que la science avance à une allure accélérée. Ce qui est vertigineux, là encore, c'est nos progrès dans la connaissance de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, dans les rapports entre la vie et la non-vie, entre l'individu et le non-individu. Il est évident que la science va progresser dans des proportions telles que nous ne sommes plus en état de faire des projections sur ce que nous connaîtrons dans 50 ans, disons. Donc il y a cette accélération prodigieuse et en même temps un écart toujours grandissant entre cette pointe du savoir, ceux qui sont associés à un titre ou un autre à la connaissance, et les analphabètes. L'état d'ignorance augmente, y compris dans les pays développés. Une enquête de la Fondation nationale pour les sciences aux États-Unis a révélé que
que la moitié des Américains ne savaient pas que la Terre fait le tour du Soleil en un an. Mais il y a pire, il y a cet éloignement absolu de toute connaissance scientifique, même de toute connaissance élaborée, absolue, et écart grandissant. Autrement dit, nous allons vers une perspective qui, pour l'instant, est assez terrifiante, surtout si nous la rapportons à ces grands pôles dont je disais qu'ils étaient l'aspect actuel de l'urbanisation. Ça veut dire que nous allons vers une tripartition, une oligarchie, qui se retrouvera bien à l'œuvre dans les grands pôles dont je parlais, une classe de gens plus ou moins en rapport avec les avancées de la science, mais ou qui seront du côté de la puissance économique et de la connaissance, à des titres divers, mais globalement associés. Une couche de consommateurs, parce que la consommation est évidemment idéale, et elle est nécessaire au fonctionnement du système. Il faut qu'on achète les choses qui font marcher le système, mais dont on a besoin qu'ils n'ont pas besoin d'être très instruits. Il faut qu'ils soient des consommateurs des biens qu'on leur produit. Et puis, il y a la troisième couche, qui est celle de ceux qui ne sont ni consommateurs, ni associés à la connaissance. C'est ça la perspective qui est la perspective actuelle si le monde continue sur ces données-là. Alors, cette conclusion serait pessimiste, évidemment, y compris sur le rôle de l'anthropologie. Je crois qu'il faut en prendre acte quand même et poser la nécessité d'une utopie de l'éducation. Je suis persuadé qu'en ce moment, nous marchons sur la tête et que mais c'est un problème de finalité, parce qu'on ne se pose plus la question de savoir pourquoi on est là ou ce que l'on pourrait faire pour être là, ce que l'on peut faire sur Terre. Si on pose comme pétition de principe que l'homme est fait pour connaître ce qu'il est, et la Terre sur laquelle il vit, l'univers dans lequel il vit, c'est-à-dire si on pose que l'homme est fait pour connaître, ce qui est le sujet des grands mythes les discussions dont on a parlé pendant des siècles, si on admet que l'idéal de l'homme est de connaître, eh bien, il faudrait aller vers une utopie de l'éducation. Mais c'est une utopie parce que nous en sommes loin, puisque les perspectives actuelles montrent au contraire que nous allons vers le contraire, vers l'inverse. Alors, une utopie, elle peut avoir ceci de bien, qu'elle peut inspirer des positions, des prises de position, et pour l'action. Je crois que tout ce qu'on nous dit sur l'éducation est insuffisant, largement. Ce qu'il faudrait, c'est une révolution qui donne un rôle prépondérant à l'éducation, y compris, bien sûr, dans les pays développés, et un rôle d'autant plus prépondérant qu'il puisse aider aussi les autres, qui sont encore plus loin dans cet écart. Parce que, par exemple, la Chine a évidemment des gens très brillants, et elle est à la pointe de plus en plus du progrès scientifique, mais c'est au prix d'un écart incommensurable entre ceux qui sont à la pointe du système et ceux qui sont complètement rejetés. Et donc, il y a là... La durée historique est une durée lente et la vie individuelle est courte. Donc, on ne peut pas avoir l'idéal pour idéal de transformer le monde à hauteur d'individu. Mais on peut essayer de dire la vérité et d'essayer d'infléchir les choses, en tout cas de prendre position et de le signaler. Je crois que tout ce qui va dans le sens d'une révolution éducative est la seule nécessité dont on puisse aujourd'hui parler à coup sûr. Bien entendu, ce n'est pas l'anthropologie qui a le monopole de la réflexion sur ce sujet.
L'anthropologie, aujourd'hui, elle est intéressante, me semble-t-il, pour animer quand même la conscience critique, parce qu'elle porte justement sur un objet qui est en difficulté aujourd'hui, qui est la relation sociale, c'est-à-dire l'individu lui-même, parce qu'on parle d'identité, mais il n'y a d'identité qu'en relation avec l'altérité, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et c'est ce lien entre l'individu et ses autres, et ce lien entre le nous et les autres qui est en cause dans ce qu'on appelle la globalisation. Je crois donc que les observations anthropologiques peuvent jouer leur rôle dans la prise de conscience critique de ce qui se passe aujourd'hui, et pour essayer modestement de contribuer à la réflexion. Ce qui a bougé dans l'anthropologie elle-même, ça n'est pas tant le fait qu'on peut aujourd'hui travailler sur un immeuble d'habitation, sur une usine, sur une ONG, n'importe où, pas forcément sur des sociétés loin de l'Europe. Mais ça, c'est normal si on prend comme objet de l'anthropologie l'objet intellectuel, c'est-à-dire la relation dans son contexte. Mais ce qui a bougé, c'est du fait que le contexte devient progressivement le même pour tout le monde. Eh bien, l'anthropologue lui-même fait partie du milieu qu'il observe. Il a toujours dû tenir compte de la place qu'il avait, bien sûr, puisqu'il pouvait déformer les endroits où il se trouvait par sa seule présence. Mais aujourd'hui, il est l'un de ceux qui l'observent. Ça peut changer d'ailleurs les formes de sa présentation. Il peut dire « je » en se prenant pour un exemple. Il y a des modalités d'observation un peu différentes qui peuvent s'exprimer différemment. Il y a des formes anthropologiques qui peuvent s'exprimer différemment. Mais cela étant fondé sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'observer quoi que ce soit dans le monde sans se dire qu'on en fait partie. C'est un aspect positif, on se sent solidaire de ce qu'on observe. Voilà, je vous remercie. Eh bien voilà, il faut enregistrer tout ça, absorber tout cela. Merci pour cette belle conférence. Je pense quand même qu'il y a peut-être des éclaircissements dont vous avez envie, des questions à poser ou même des réactions. N'hésitez pas, vous me faites signe et on vous donne un micro tout de suite. Voilà, tout de suite ici. Julie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, évidemment, vous insistez sur des tendances fortes, comme la globalisation, par exemple, le fait que la couleur globale se substitue à la couleur locale. Bon, alors, pour rester sur cet exemple, est-ce que les tendances en question sont absolument générales ou y a-t-il dans le monde des sociétés qui soit font de la résistance, soit même vont carrément dans l'autre sens. Alors, si on prend l'architecture, par exemple, est-ce qu'il y a des lieux dans le monde où la société essaye justement de ne pas faire ce qui se fait ailleurs, et voilà. Oui, bien entendu. J'ai parlé en tendance globale, justement. Bien entendu, il y a une grande diversité dans le monde. Et on ne peut pas parler d'ailleurs, on ne peut même pas parler d'une population comme les Français ou les Anglais, etc., d'une manière comme si c'était des sujets. Bien entendu qu'il y a des résistances. Il n'y a même que ça, à vrai dire. Et dans le domaine de l'architecture, j'imagine qu'on trouverait des pays, oui, où je connais des architectes qui font le contraire de cela, qui ont prôné plutôt l'intervention pour la réhabilitation
des habitations, etc. Il y a des tas d'architectes qui font un travail plus modeste et plus essentiel peut-être. Mais j'ai parlé d'un courant qui est d'une importance qu'on ne peut pas ignorer. L'extension des voies de communication, l'extension des voies de circulation, l'emprise de la communication, le culte de l'image, ce sont des choses massives, n'est-ce pas? Alors, bien sûr qu'il y a des tas d'esprits critiques qui prennent conscience de cela, mais la question est de savoir si c'est suffisant. D'un autre côté, il y a encore une grande diversité dans le monde, c'est vrai, et il y a des pays qui, soit par nécessité économique, soit par vertu, résistent. Mais donc cela, ça demanderait il faut des études ethnologiques, par exemple, particulières pour pour faire les études de cas. Mais ces études de cas, même si elles étaient des études de cas de résistance, devraient s'insérer dans le contexte plus vaste de ce mouvement. En outre, ce que je crains, c'est qu'il y ait une capacité du système global à récupérer les manifestations d'originalité ou de résistance ou d'avant-garde. À peine une voix originale se fait entendre, aussitôt, si elle est puissante, elle est captée par le système. Le système, je veux dire le marché global, etc. C'est donc une question bien délicate. Mais bien entendu, loin de moi l'idée de présenter un ensemble unifié et achevé. Non, ce que je crois plutôt, c'est d'ailleurs que même ces violences vers lesquelles on peut craindre que nous soyons entraînés par la force de ces inégalités, d'ailleurs on le voit tous les jours, elles influeront sur l'histoire. Je ne sais pas ce que sera l'histoire, je ne suis pas en train d'écrire une fin du monde. Mais il ne faut pas non plus que nous... À vrai dire, l'histoire a toujours été violente. Elle n'est pas le développement d'une idée qui s'accomplit dans la sérénité. Et elle n'a jamais été ça. Peut-être que cela fait partie de nos illusions après les grandes guerres, de croire que toutes choses vont se résoudre dans la paix et l'harmonie. Ça serait la première fois dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors moi, je voulais revenir sur la question des frontières, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a beaucoup de gens qui disent que justement, ils rêvent d'un monde sans frontières, mais vous avez affirmé le contraire, enfin, que c'était un peu contre cette idée. Pourquoi ? Non, je voulais discuter du mot de frontière. Je suis pour un monde sans barrières, bien sûr, mais la frontière... La frontière seuil, vous êtes pour. La frontière est un bon mot et une bonne notion, parce que c'est l'évidence qu'il y a des frontières. Il y a les frontières naturelles, et l'histoire de l'humanité, c'est le passage de ces frontières progressivement. Alors ça nous a conduit à l'occupation du globe, ça a pris un certain temps. Mais les frontières, lorsqu'on dit qu'on est pour un monde sans frontières, mais pour la diversité, on dit un peu presque une contradiction. Parce que c'est-à-dire qu'il s'agit de la définition du mot frontière. Pour moi, le mot frontière devrait être entendu comme un passage, la possibilité d'un passage. J'en parlais en référence au seuil auquel je faisais allusion, Hermès, les rituels, les rites de passage en ethnologie. Chacun sait qu'il y a les passages d'un âge à un autre, le passage d'un lieu à un autre, sont toujours des moments délicats dans la vie des humains, et il y a toujours une surcharge de rituels dans les différentes cultures, et les rites varient, pour faciliter ces passages. Je crois que ça, c'est une nécessité d'ordre anthropologique. Et lorsqu'on apprend une langue, on franchit un seuil.
Donc c'était simplement à cela que je faisais allusion. Le monde, alors le monde sans frontières, malheureusement, c'est les théoriciens du libéralisme économique qui l'ont réalisé, avec des contradictions aussi, comme on voit bien. Mais l'internationale capitaliste existe alors que l'internationale ouvrière a eu du mal. Et la lutte, quelquefois, si je force un peu les choses, je dis la lutte des classes, oui, c'est un bon concept, elle a eu lieu, mais elle a été perdue. Et il faudrait, après la défaite, y repenser. Mais je sors un peu du sujet. Le monde sans frontières, c'est une expression que je juge ambiguë. Pas dans l'esprit de ceux qui le disent avec beaucoup de sincérité, mais j'aimerais mieux un monde sans barrières. Une autre question ? Oui. Madame. Vas-y, Julie. Je m'interrogeais sur le contenu de la conférence d'aujourd'hui avec ce titre, l'anthropologie aujourd'hui. Après la conférence, je me demande si ça n'aurait pas pu s'appeler anthropologie de l'aujourd'hui. Et vous avez abordé en fin de conférence le problème de la révolution nécessaire de l'éducation, tout en disant que la prévision du futur est devenue impossible. Comment concevez-vous cette révolution de l'éducation sans perspective de l'avenir, puisqu'on éduque les enfants pour l'avenir qu'ils auront lorsqu'ils seront adultes? Et comment concevez-vous cette révolution? Sur le premier point, vous avez raison, c'est vrai. Je crois qu'avant de s'interroger sur l'anthropologie aujourd'hui, qui peut se faire où l'on veut, il faut s'interroger sur les conditions de l'exercice et sur la nature de l'objet. Et cette immersion de tout ce que l'on peut étudier aujourd'hui dans un contexte qui est de toute manière très contraignant me paraît la condition nécessaire. Mais je suis d'accord, on peut changer le titre. Alors, sur l'utopie de l'éducation, j'ai tout à fait conscience du caractère parfaitement inachevé et insatisfaisant de mon propos. On pourrait le poursuivre en précisant l'utopie, mais nous resterions dans le registre de l'utopie. Je suis persuadé que si par un coup de baguette magique nous étions en situation de donner une priorité absolue à l'enseignement, c'est-à-dire de consacrer des sommes folles, c'est-à-dire, je veux dire, 100 fois supérieures à ce que nous faisons, eh bien, la conséquence à terme, elle serait bonne pour le reste, pour l'économie et pour la société. Alors, nous n'avons que des petits exemples de rien du tout, mais il y a des continents sur lesquels on a réussi à faire des efforts pour l'éducation et l'instruction des femmes, dans des pays où il n'y avait rien. Et les conséquences économiques locales, ce sont de petits exemples, ont été très, très encourageants. C'est évident que la science en elle-même, elle n'a aucun intérêt à l'inégalité et à l'inégalité économique. Ce sont des retards dérisoires, c'est tout ce que l'on peut faire pour compenser cela. Et simplement, bien sûr, nous ne sommes pas dans un monde où l'on reconnaisse cette priorité. Nous ne sommes pas dans un monde assez métaphysique, en fait, qui considérerait que le premier devoir est la connaissance, que le reste est superflu, superfétatoire. La connaissance n'est pas contraire au bonheur. Enfin, on pourrait disserter là-dessus. Mais je ne crois pas qu'il y ait de bonheur par l'illusion. Mais bon, ça peut se discuter. Oui. Est-ce que, d'un point de vue anthropologique, vous avez étudié le phénomène du dégoût scolaire, là où, justement, les moyens scolaires sont
à peu près convenablement donné. Enfin, on pourrait faire beaucoup mieux, mais il y a des moyens. Et la production paradoxale du dégoût. Non, je ne l'ai pas étudié, bien sûr. Mais je ne vois pas en quoi ça serait une objection. Parce que le dégoût scolaire se situe quand même dans un contexte à étudier. Je ne crois pas que ça soit il faudrait étudier très précisément qui sont ces dégoûtés scolaires, quelles sont les conditions de leur accession à l'école, d'où ils viennent, enfin bon, les choses classiques. Quand je parle de l'amélioration, je ne demande pas une augmentation. Ce que je ne demande rien. Mais ce dont je rêve, ça n'est pas d'une augmentation du budget de l'éducation nationale. C'est d'un renversement complet des priorités sociales. C'est-à-dire, j'ai bien dit que j'évoquais une utopie. Chacun a le droit d'avoir ses utopies. Je dis, si nous voulons avoir une société différente, il faut une priorité absolue à la formation et à l'éducation. Mais bien entendu, là encore, il faut entrer dans le concret. Je ne suis pas dans l'exercice ethnologique à ce moment-là, je suis plutôt dans l'évocation du contexte. Vous n'avez plus d'autres questions? Moi, pardon, monsieur, je ne vous avais pas vu. Il y a Paul Virilio qui évoque le concept d'accélération du temps. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr, Virilio en général, d'ailleurs, oui, parce qu'on a... Justement par rapport aux problématiques de croissance, de décroissance, d'ignorance, tout ça. Oui, enfin, quand Virilio parle... Bon, c'est évident qu'on a une accélération de l'histoire qui est fabuleuse aujourd'hui. Et en fait, les trois moments qu'on pourrait... Les trois facteurs à l'œuvre à l'heure actuelle, je crois que c'est effectivement cette accélération de l'histoire qui est constante, quotidienne, il se passe toujours quelque chose. Et puis on a l'histoire aux trousses. Maintenant, pour évoquer le passé, on parle des 80s, des 70s, des 80s, des 90s, avec des pleurs dans la voix, comme si c'était un passé prodigieux, ce qui fait que ça ne me rajeunit pas. Mais quand on écoute l'évocation des nostalgies actuelles, on a l'impression d'être un ancêtre. C'est flatteur, mais non, mais cette accélération est très claire. De même, il y a ce rétrécissement de l'espace que j'essayais d'évoquer un peu rapidement, notamment aussi à propos du recensement de toutes les espèces et tout. Il y a non seulement l'espace se rétrécit, mais l'inventaire s'achève à terme. Et puis, il y a cette individualisation qui, en fait, me paraît le prolongement de l'effort moderne, parce que c'est vrai que l'individu, la modernité définissait l'individu comme la référence absolue, mais plutôt dans le cadre de la définition d'un citoyen. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça a tourné à la définition de l'individu consommateur. La consommation est nécessaire à la fabrique de la machine. Après le 11 septembre, il a suffi qu'il y ait quelques jours d'interruption du trafic aérien pour que certaines compagnies aériennes soient en faillite, parce que c'est à flux tendu. Et donc les consommateurs ont un pouvoir qui n'a pas trouvé sa traduction politique, mais qui est un pouvoir révolutionnaire considérable. Il suffit de s'arrêter de consommer 24 heures, c'est la catastrophe. Mais on peut s'interroger effectivement sur la nature de cette individualisation, et ça c'est un vrai problème. Et c'est aussi en regard de cette individualisation accélérée mais très particulière que j'évoquais ce thème de l'éducation. Parce que, si vous voulez, je crois que ce qui est en cause, et c'est ce que montre bien Virilio, c'est que nous avons du mal de plus en plus à penser les deux constituants de la pensée symbolique, l'espace et le temps. Et si nous avons du mal à le faire, ça introduit un malaise et dans la vie individuelle et dans la vie sociale, parce que ce sont les constituants symboliques de notre vie, et autant que identité, altérité. Et je crois qu'il y a là des composantes anthropologiques profondes qui, d'une manière ou d'une autre, dont le malaise, dont la difficulté à les maîtriser se traduira d'une manière ou d'une autre historiquement. Et c'est un peu autour de ça. Oui. Alors, c'est vrai qu'on reproche parfois à Virilio d'être un peu catastrophiste, mais moi, je suis de tempérament plutôt optimiste par tempérament, mais je peux bien reconnaître qu'il est troublant.
Alors cet état d'ignorance, vous disiez qu'il grandit de plus en plus, alors que les moyens de connaissance se sont énormément développés, démocratisés aussi. C'est un peu contradictoire. Alors moi, je me demandais, est-ce que c'est pas justement cet afflux de cette énormité de connaissances qui nous tombent dessus ou qui nous sont abordables par les moyens modernes, est-ce que c'est pas ça qui fait peut-être peur, voilà, ça semble trop et on se dit on n'y arrivera pas et il y a une sorte de découragement. Je sais pas. Peut-être, je dirais les choses peut-être un peu autrement. Bon, c'est vrai qu'on sait que chacun a la bibliothèque du Congrès dans son ordinateur. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est ça que je voulais dire en disant que ce n'est pas des instruments pédagogiques. Il y avait, si vous voulez, pour prendre un exemple très concret, très petit, quand j'étais en Côte d'Ivoire dans les années 60, on avait fait une expérience qui était intéressante en soi pour répandre la scolarisation. Il y avait une expérience de télévision scolaire. On avait donc mis des téléviseurs partout, y compris dans des petits hameaux, etc. Et il y avait des programmes, pas mal faits, je crois, qui devaient être diffusés partout, avec l'idée qu'avec l'aide de l'instituteur, ça accélérerait. Et ça a été un grave échec. Mais c'était pas un mystère. Il aurait fallu évidemment préparer les maîtres à utiliser cet instrument pour faire leur enseignement. Alors que, comme ils n'étaient pas préparés, ils ont eu tendance généralement à allumer la télévision à l'heure dite et puis à aller s'asseoir et attendre que le programme... Bon, les enfants, ils faisaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, c'était pas pédagogique. Et je crois qu'il y a un peu ce problème avec Internet, indépendamment d'autres aspects d'Internet. C'est pas à soi seul un instrument qui peut enseigner la connaissance. C'est un instrument prodigieux. Évidemment, on peut peut-être imaginer des choses fabuleuses à faire, mais il faut les imaginer. Parce que, d'abord, et puis il y a aussi une grande partie de l'humanité qui n'y a pas accès, il ne faut pas oublier. Mais enfin, abstraction faite de cela, je crois que l'instrument lui-même nécessite une pédagogie appropriée. Sinon, ça sera un instrument de consommation que les gens astucieux pourront utiliser. D'ailleurs, il y a sûrement les enfants aujourd'hui, c'est une autre génération. Ceux qui sont élevés avec ces instruments, c'est une coupure. Là, il est évident qu'ils ont une aisance que leurs aînés pourront leur envier. Mais ça ne veut pas dire a priori que s'il n'y a pas une pédagogie sérieuse à l'appui, ils apprendront beaucoup de choses. C'est deux thèmes différents, je crois. Oui. On donne le micro à monsieur, puis après on va de l'autre côté. Oui, et bonjour, excusez-moi. Tout d'abord, merci pour la conférence. Et j'aurais juste voulu savoir si, au vu de la société actuelle, vous pensez encore qu'il y a une différence justifiée entre la sociologie et l'anthropologie? Moi, je suis pas un exégète des différences de discipline. D'abord, je crois à l'unité des savoirs. Je réponds en plusieurs étapes. Je crois à l'unité des savoirs et donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir de contradiction profonde entre les savoirs scientifiques, les savoirs artistiques, etc. Alors, je ne crois pas à une différence d'objet radicale entre sociologie et anthropologie. Ça serait d'autant plus stupide de le dire que précisément, c'est pas dans le domaine, c'est pas des terrains empiriques que la chose peut maintenant se distinguer, puisqu'il y avait un partage de fait qui assignait plutôt les sociétés exotiques entre guillemets à l'ethnologie et les sociétés industrielles à la sociologie. Mais enfin, encore qu'on était revenu un peu là-dessus avec bien sûr les sociologies de l'Afrique noire, Valandier, etc. Non, ce qui est commun aujourd'hui, c'est que
vous savez, je faisais allusion en commençant à cette conception première qui était on va d'abord loin, et puis ensuite on s'aiguise le regard, et puis on revient chez soi. Mais maintenant, même si on va loin pour s'aiguiser le regard, on revient chez soi, ça a changé. Le monde est global, et il est global aussi au départ, alors là où on va. Autrement dit, il y a une solidarité objective entre les différents pays du monde aujourd'hui. Solidarité objective de fait de l'objet. Alors en ce sens, oui, je dirais sociologie, anthropologie. Je crois qu'il y a des... D'ailleurs, nos ancêtres communs, non pas les Gaulois, mais Durkheim et Mauss, c'est les ancêtres de la sociologie et de l'anthropologie. Je dirais que Bourdieu est aussi anthropologue que sociologue. Ce qui est une manière quand même de maintenir une petite distinction. Je crois qu'il y a une sociologie qualitative qui est très proche de l'anthropologie. Alors, l'anthropologue n'est pas armé pour traiter les grandes masses, parce qu'en principe, il travaille seul. Alors que les sociologues peuvent, non pas forcément travailler en groupe, mais s'intéressent à des données qui peuvent être plus massives. Cela dit, l'objet est le même, oui, bien sûr. Mais j'insistais sur le fait que, à mon sens, le regard anthropologique, qui peut être un regard de sociologue par ailleurs, s'applique davantage à la relation, à la manière dont se négocient les relations entre les uns et les autres. Il me semble que c'est une question importante parce que ça le rapprocherait un peu de la psychologie. C'est Lévi-Strauss qui disait que l'ethnologie était une psychologie. Je pense qu'il faisait allusion à des choses de ce genre. Le fait que, comme nous travaillons sur des tout petits cadres, des petits groupes, la manière dont se négocie la relation, ou dont elle est perçue, dont elle est conditionnée, c'est plutôt ça notre objet. Alors on peut ensuite évidemment extrapoler. Mais je ne crois pas à une différence de nature, non, profonde, non. Alors, on va prendre encore nous 2 questions parce que je pense que vous commencez peut-être à être fatigués. Et puis, il faut que vous alliez là-bas signer des livres pour ceux qui le voudraient. On va profiter de votre présence jusqu'au bout. Partez à 7h demain matin quand même. Hein. Allez-y. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Dans le cadre du contexte planétaire, j'ai une question qui relève peut-être pas de votre conférence, je ne sais pas. Je me posais la question sur l'anglais international, l'anglais des aéroports. Cette langue, est-ce que c'est un non-lieu de communication? Et 2 questions subsidiaires. Est-ce que ça relève du contexte ou de la relation, cette langue presque artificielle? Enfin, à vous de dire. Et est-ce que vous entrevoyez la langue ou le langage de l'avenir? De la ville? De l'avenir. Dans l'avenir. Oui, c'est des questions immenses. Sur l'anglais, oui... Les Anglais sont les premiers à se désespérer du succès de leur langue, sauf ceux qui sont très paresseux, qui ne veulent pas apprendre de langue étrangère, mais parce que la langue se dégrade. Vous savez, on cite toujours l'exemple de ce lord anglais dont le rapport à je ne sais quelle institution de l'UNESCO a été repoussé pour langage illisible. Oui, c'est une non-langue un peu, cet anglais-là, c'est vrai. En ce sens, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que c'est la langue parlée dans un certain nombre de ces endroits que j'ai appelés non-lieux. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça va plus loin que ça. Justement, la question des langues est une question très importante parce que il ne faut pas... En règle générale, un interlocuteur, s'il y a 2 interlocuteurs, que l'un parle dans sa langue et l'autre non, le premier est avantagé. Sauf de très rares exceptions de gens parfaitement bilingues ou trilingues. On est quand même dans une langue qu'on parle un peu, on est moins à l'aise, n'est-ce pas? Donc, on a peut-être tendance à penser que aujourd'hui, il y a un avantage aux Américains, aux Anglais, parce qu'ils ont la maîtrise du langage. Mais j'ai l'impression que c'est une chose qui est en train de bouger. D'une part,
D'une part, l'espagnol est une langue très parlée dans le monde aussi. Il y a d'autres langues qui sont très parlées. Et d'autre part, il va y avoir les systèmes de traduction font de grands progrès et les traductions automatiques qui sont déjà bien améliorées, mais qui feront des progrès encore, ne nécessiteront pas nécessairement l'emploi de l'anglais comme langue. Donc je crois que il y a on peut poser le problème de l'avenir des langues. Je suis un farouche partisan de la défense des langues, de la pluralité des langues, parce que précisément, ce sont des frontières, et des frontières qu'il faut passer. Des frontières qui ne sont pas des barrières, on est bien d'accord. Des frontières qui ne sont pas des barrières. Oui, non, bien sûr, c'est pas des barrières. Il ne faut pas que ça soit des barrières. Et d'ailleurs, je trouve que on est parfois un peu timide dans le programme de langue. On parle je sais pas, on fait l'Europe et on apprend l'anglais. Mais eux, ils n'ont pas l'euro. Non, il y a des langues qu'on pourrait apprendre facilement. Pas forcément en classe élémentaire, mais je trouve qu'il devrait y avoir enfin, je ne veux pas me lancer dans l'analyse des programmes scolaires. Parce que... Je peux peut-être conclure. Ah, il y avait encore une question ? Alors, ce sera la dernière. Alors. Oui, est-ce que les systèmes éducatifs, aussi bien français qu'américains, ne se sont pas fourvoyés dans des théories loufoques ? Alors, je pense notamment à une conférence qui s'est déroulée ici même il y a quelques années, où l'invité était Stanislas Dehaene. Il va revenir bientôt. Il va revenir. Et il nous disait que la méthode globale était une erreur absolue. Alors il nous disait non seulement la méthode globale est une erreur absolue, mais la méthode semi-globale ou 1/10 de globale est également une erreur absolue, parce que le cerveau n'est pas apte à décrypter cette méthode-là. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à des méthodes plus performantes ? Par ailleurs, l'exercice de la citoyenneté n'est possible que, comme l'a dit Amartya Sen, si l'individu est capable d'exercer ce pouvoir de citoyen. Donc, le mot qu'il emploie, c'est le mot capacité. Et pour qu'un individu soit capable d'exercer cette citoyenneté, il faut qu'on lui apprenne, donc notamment en lui faisant acquérir des notions de droit dès le tout jeune âge. J'écoutais une émission à la radio l'autre jour, il y avait un professeur de droit qui disait le droit devrait être enseigné aux enfants dès l'âge de 6 ans, 5-6 ans, donc adapté à leur âge, bien sûr. Mais s'il n'y a pas cet apprentissage-là, il ne peut pas y avoir d'exercice réel de la citoyenneté. Je crois que vous avez raison sur les deux points. Moi, je ne suis pas un spécialiste des méthodes de lecture, mais je suis persuadé intimement comme ça que la méthode globale est une méthode à rejeter. D'abord parce que je ne vois pas non plus pourquoi, à mon avis, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'apprendre à lire ou à écrire et celui de faire du calcul et des maths. Enfin, il n'y a pas deux sortes d'intelligence. Enfin, il y a peut-être plusieurs formes d'intelligence, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir contradiction absolue. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que la méthode traditionnelle marchait bien quand j'étais jeune. Enfin, on apprenait facilement à lire. Je sais qu'à mon âge, ça fait bébête de dire ça, parce que j'ai l'air d'opposer un âge paradisiaque à une calamité actuelle. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais je crois, oui, de façon générale, il faut un petit peu peut-être se méfier des méthodes alors, je parlais de pédagogie tout à l'heure, mais il faut se méfier aussi de la pédagogie, ça c'est sûr. Pour le droit, oui, bien sûr. Moi, je crois qu'on devrait apprendre à être citoyen très jeune, et à partir de vérités élémentaires, du respect de l'autre, etc. Oui. Mais c'est-à-dire, j'ai toujours dans la tête, j'ai deux choses dans la tête qui sont des principes comme ça. C'est d'une part les Lumières et le XVIIIe siècle, et puis d'autre part, oui, l'éducation, la formation,
Eh bien voilà, on va en rester là. Je voulais juste vous dire à propos de Monsieur Dehaene que je l'ai invité parce qu'il vient de sortir un nouveau livre, enfin un livre qui est réédité, réamélioré, etc., sur la bosse des maths. Et on l'a invité pour, à partir du mois de mars, Stanislas Dehaene. Voilà. Merci, vraiment un grand, grand merci, Marc Auger. Voilà. Marc Auger, le grand jeune voyageur qui reprend la route dès demain matin et qui nous a fait vraiment un grand honneur en venant ici dans nos mardis de l'espace des sciences. On va prendre l'ascenseur, on vous retrouve là-haut derrière la table des livres si vous voulez dire un petit mot personnel, Monsieur Auger. Voilà, bonne soirée à vous, merci de votre attention et à bientôt j'espère.